Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées, rendez-vous hebdomadaire bien sûr, à retrouver sur liondecideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, enfin une introduction en bourse d'une entreprise lyonnaise à l'horizon. ACI Group, l'entreprise de Philippe Rivière, a annoncé en marge du Salon du Bourget son intention de se faire coter sur Euronext cet automne. Objectif, lever entre 50 et 80 millions d'euros pour poursuivre sa croissance. ACI a déjà levé plus de 82 millions d'euros il y a quelques mois auprès d'un investisseur financier américain, Fortuna, en échange de 49% du groupe. Philippe Rivière conservant 51% des parts d'ACI. C'est en plein accord avec Fortuna que Philippe Rivière annonce cette IPO. Rappelons qu'ACI Group est spécialisé dans la fourniture de pièces détachées pour des industries stratégiques telles que l'aéronautique, la défense, le nucléaire et l'énergie. ACI a procédé à de nombreuses acquisitions. Ces dernières années, le groupe, riche de 36 sites industriels, compte 1600 collaborateurs et veut encore grandir, notamment en Asie, d'où sa volonté de rejoindre la bourse. On retrouve à présent notre invité, le directeur général du groupe LDLC, Olivier de la Clergerie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, groupe LDLC, bien connu à Lyon, évidemment, l'un des premiers à s'être lancé dans la vente en ligne en 97, qui possède désormais 15 enseignes, 8 sites marchands, mais aussi tout un réseau de boutiques. Exactement. 118 boutiques pour être précis au 31 mars. Voilà, et donc une quinzaine d'enseignes, 8 sites marchands. 8 sites marchands, donc on va retrouver dans les sites marchands des sites spécialisés comme Matériel.net, Top Achat, LDLC, qui sont des sites historiques, et puis une dernière acquisition qui a eu lieu en juillet 2024, qui est par exemple rue du Commerce, qui là porte sur une galerie marchande généraliste. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Alors vous venez de publier vos résultats 2024-2025, exercice clos le 31 mars, avec une activité en repli de 6,5%, après les années, on va dire, phase du Covid, où tout le monde avait renouvelé son matériel. On est en pleine vache maigre, tant côté grand public que côté marché entreprise. Oui, effectivement, ça a été une année assez difficile, toujours en termes de marché, un renouvellement qui reste assez faible. Toutefois, il faut se dire quand même, quand on étudie un petit peu la dynamique qu'il y a eu sur l'exercice passé, on a quand même l'impression qu'on atteint un plancher, c'est-à-dire que le recul a été plutôt constant sur l'ensemble des trimestres, donc ce qui est plutôt quelque chose de positif dans une tendance négative. Et sur le dernier trimestre, le B2C a commencé à montrer des signes d'inflexion. Donc, on va voir ce que ça va donner dans le futur, mais on reste confiant sur le marché, nous, dans le futur, parce que le renouvellement est bien là. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, l'intelligence artificielle dans 1 à 2 ans sur le particulier, l'abandon de la maintenance de Windows 10 pour le professionnel qui va arriver en octobre. Voilà. Donc tous ces éléments-là vont, à notre sens, peser positivement pour le renouvellement du parc informatique. Et globalement, les ventes en boutique marchent mieux que la vente en ligne. C'est quoi? C'est un paradoxe? Non, alors pendant le Covid, la vente en ligne a beaucoup mieux marché que la vente en boutique. Là, je pense qu'il y a une forme de rattrapage d'une certaine manière. Mais il y a aussi simplement qu'en boutique, vous êtes face à quelqu'un. Quand vous venez, vous avez déjà fait un acte de déplacement. Donc c'est vrai que le taux de transformation en boutique est généralement plus élevé, surtout quand vous êtes sur des boutiques plutôt de destination et, voilà, et avec du conseil. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça permet aussi de mieux s'adapter aux besoins, au budget. La discussion humaine reste quand même quelque chose d'important dans le commerce. Bien sûr. Et puis alors, dans l'exercice écoulé, vous l'avez évoqué, l'intégration de rue du Commerce, que vous avez entièrement restructurée et qui pourra demain bien repartir, on va dire. Tout à fait. En fait, l'objectif avec l'acquisition de rue du Commerce pour nous, c'était d'acquérir une marque qui est quand même une marque avec une belle notoriété, un bel historique, et de pouvoir avoir une marque généraliste pour pouvoir nous développer sur ces aspects de galerie marchande, puisque c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas faire avec des marques spécialisées, de distribution spécialisée, puisqu'on a toujours dit que c'était quelque chose qui était plutôt antinomique et qui portait plus de risques que de bénéfices. Donc je rappelle, cette marque, ce fonds de commerce a été acheté pour 6 millions d'euros et ce prix a été intégralement affecté à la marque rue du Commerce. Donc on est satisfait d'avoir fait cette acquisition. On rappelle aussi que c'est une acquisition qui était à la fois intéressante en termes de diversification et qui permet aussi d'acquérir une marque qui est historiquement connue en France et donc qui aurait pu être un point d'entrée pour un concurrent qui aurait souhaité venir sur le marché français. Donc c'est à la fois une très belle acquisition de développement et à la fois une acquisition qui nous permet de renforcer la défense du groupe. Bien sûr. Alors, on va venir au résultat maintenant. Votre marge brute
elle est quasiment stable, hein, 21,2% du... On est parfaitement dans le tunnel habituel de marge brute qu'on donne à 21,5 plus ou moins 0,5, donc entre 21 et 22. Et ça fait plusieurs années qu'on maintient parfaitement ce niveau de marge brute. Donc il n'y a pas de sujet de modèle, il n'y a pas de course au chiffre d'affaires en dégradant la marge brute. Non, on est vraiment sur un modèle très stable à ce niveau-là. Voilà. Et puis alors néanmoins, donc, le résultat d'exploitation et le résultat net plongent dans le rouge, hein, d'une dizaine de millions pour le résultat net. C'était prévisible. Alors oui, c'est prévisible, puisqu'en fait la baisse d'activité génère à peu près 9,5 millions de baisse de marge brute en valeur absolue. Donc, mécaniquement, ça se retrouve quand on descend le compte de résultat. Toutefois, je rappelle qu'il y a eu des économies quand même qui ont été réalisées sur le groupe. Donc la baisse de la marge brute est de 9,5 millions. La baisse du résultat d'exploitation n'est déjà plus que 8,8 millions. Donc on voit qu'il y a quand même un travail qui a été fait malgré des hausses de salaire, malgré un marché inflationniste en début d'exercice, notamment les loyers qui ont quand même continué à monter. Donc il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Et le résultat net intègre aussi le PSE qui a été annoncé en mars avec une provision de 5,2 millions d'euros passé pour ce plan, pour ces plans. Vous évoquez les mesures d'économie qui ont été prises, hein, c'est quoi, de l'ordre de 6 millions d'euros, et donc ce PSE qui pourrait concerner jusqu'à 80. En fait, ça concerne 88 postes, donc voilà. 86 licenciements économiques potentiellement. Voilà. Et donc là, c'est en cours, hein, les donc, procédures. La validation. On rappelle le calendrier. La validation de la direction départementale a eu lieu fin mai, donc maintenant on va rentrer dans les éléments, on va dire, plus opérationnels de mise en œuvre. C'est pour ça que la provision a été passée d'ailleurs dans les comptes. Donc on voit que globalement, le but de l'opération, ça a été pour le groupe de travailler sa résilience et d'être capable d'abaisser le break-even du groupe, le point mort, pour nous mettre dans une situation où on peut regarder le marché évoluer sans stress. La position financière de l'entreprise est de très bonne qualité, donc alors, on est vraiment sur ce niveau-là. Voilà, on va y venir justement à la structure financière, hein, qui reste solide, hein, avec une dette financière nette d'un peu plus de 6 millions face à 90 millions de capitaux propres. Tout à fait, donc à peu près 8% de gearing. Enfin voilà, on est vraiment très serein. 37 millions d'euros de trésorerie ou équivalent à la clôture. Donc voilà, il n'y a pas je dirais que vraiment on a travaillé sur la résilience de l'entreprise, donc pas d'inquiétude particulière. Un marché qui certes n'est pas aussi porteur qu'on l'aurait souhaité. On aurait bien sûr préféré connaître une année de croissance ou stable, mais bon, il faut faire avec et il faut travailler et adapter l'entreprise. Voilà, et puis alors pour tendre le coup à tous les adversaires de la semaine de 4 jours qui disent « Ah ben voilà, ils sont passés à la semaine de 4 jours et puis ils perdent de l'argent maintenant », c'est pas ça qui vous a fait plonger dans le rouge? Non, d'ailleurs, elle n'est pas du tout remise en question. Je rappelle quand même que la semaine de 4 jours, c'est avant tout une question d'organisation du temps de travail, plus que de réduction, etc. Donc c'est vrai que quand les gens, en disant 4 jours, 5 jours, on a l'impression qu'il y a 20% du temps qui... Non, en fait, c'est pas du tout cet aspect-là. C'est une question d'organisation. Donc les résultats, la faiblesse du marché n'ont aucun lien avec cette organisation. Alors, les perspectives, vous dites, tôt ou tard, il faudra renouveler les produits, hein, que ce soit grand public ou entreprise. Et là, on est prêt pour les nouveaux cycles de croissance qui alors il y a cet aspect-là qui n'est pas non plus, qui est pas attentiste, mais qui est une analyse du marché. Et puis il y a aussi tout le travail que le groupe réalise pour travailler sa notoriété, pour être capable de capter des parts de marché, parce qu'on sait qu'on est sur un marché qui ne va pas croître de 15-20% de manière naturelle. Donc pour nous, l'enjeu aussi, c'est de travailler sur les marques, justement, avec le développement de la marque LDLC en marque plus grand public, même si ça reste de la distribution spécialisée, et notamment bientôt l'ouverture d'un flagship à Paris, place de la Madeleine, qui devra permettre de développer cette notoriété. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure l'intelligence artificielle. Alors, sur la partie ça fait partie des produits, sujets sur lesquels vous travaillez. On travaille sur ces aspects-là, même si on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'usage suffisamment précis pour que le particulier fasse véritablement une pression très forte au changement. Mais par contre, d'ici 1 an, peut-être, ça va très très vite dans ce domaine-là et les logiciels, les systèmes vont, je pense, s'adopter, l'habitude va rentrer. Donc, il y aura aussi effectivement une pression sur du renouvellement.
Premier trimestre 2025-2026 est déjà bien entamé. Est-ce que vous voyez une tendance déjà? Alors on préfère ne pas s'exprimer sur le sujet à ce stade-là. On va communiquer très bientôt sur le sujet puisque le 31 juillet, on va annoncer le niveau d'activité du premier trimestre. Donc on va laisser le 31 juillet arriver pour nous exprimer sur le sujet et nous permettre de voir un petit peu comment se comporte le marché sur une durée significative. Voilà, alors en ce qui concerne les engagements de LDLC, il y a la LDLC Arena avec un changement de propriétaire. Ça va faire 1 an pratiquement maintenant. Alors je n'ai plus la date exacte, mais en tout cas c'était sur l'exercice passé, effectivement, donc avec le changement de propriétaire, une prise de participation du groupe par le biais de sa structure LDLC Invest en minoritaire au sein de l'Arena, puis ça nous semblait cohérent économiquement par rapport au fait d'être le namer. Donc voilà, donc le groupe continue de regarder, de se positionner, d'être actif dans les différents domaines et de travailler sur sa notoriété. Voilà. Et sur LDLC Asvel, une saison compliquée par rapport à un certain nombre de partenaires du groupe. Alors, nous sommes namer, nous ne sommes pas dans le quotidien opérationnel sportif ou organisationnel. Mais c'est vrai que là, visiblement, il y a des difficultés au niveau de certains partenaires. Alors, les difficultés économiques, elles sont un petit peu partout, mais c'est vrai que l'Asvel a eu sur ses namers quelques difficultés, enfin pas ses namers, ses partenaires. Nous le namer, on dit très bien, mais ses partenaires maillots notamment ont connu quelques difficultés. Oui. Allez, pour finir, Olivier de la Clergerie, on jette un œil à votre parcours en bourse. LDLC cotait hier soir, donc le 17 juin, à 6,98 €, soit 21,6% de repli par rapport au 1er janvier, 48,7% de baisse en 1 an, 61% en 5 ans. J'imagine que cette année, pas de dividendes proposés aux actionnaires? Non, pas de dividendes proposés aux actionnaires. Je pense que ça n'est pas le moment. On est très pragmatique sur les dividendes. On l'avait réduit fortement l'année passée. Par rapport à la situation qui s'était passée. Aujourd'hui, ça ne nous semble pas du tout opportun d'aller proposer un dividende. Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur LDLC et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission et nous accueillerons Hugues Chaumel, le directeur financier du groupe ICA. Merci, au revoir. Merci.